Bonjour, rebonjour à tous. Donc nous allons commencer la deuxième session de cette matinée avec plusieurs thématiques qui sont diversifiées. Et c'est avec un grand plaisir que je vais introduire mon très cher maître, professeur Marhoum, qui est professeur d'infectiologie et chef de service de l'unité d'infectiologie au centre hospitalier Ibn Rushd. Il est consultant national et international dans le domaine de lutte contre les maladies infectieuses virales et notamment le VIH. Et donc, professeur Marhoum, il va nous parler de la protection des patients diabétiques contre le zona. À vous la parole, cher maître. Et je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci. Et c'est une séance c'est un symposium qui est animé par le laboratoire GSK. Merci pour la collaboration. Bien, merci pour l'introduction. Je remercie tout d'abord les organisateurs pour l'invitation, pour le fait d'avoir choisi de parler d'une pathologie qui n'est pas très inquiétante, en fait. Mais on va voir qu'elle a quand même des répercussions qu'on a tendance plutôt à oublier. Alors, nous allons parler du fardeau du zona chez les patients diabétiques, mais en fait, on va essayer de voir pourquoi on a tout intérêt à les protéger. Alors, les conflits d'intérêts, il n'y en a pratiquement pas. Et là, je voudrais vous rappeler que le patient diabétique, en fait, c'est un patient qui va avoir des problèmes de santé, des comorbidités qui sont bien connues, maladie cardiovasculaire, mais également maladie rénale chronique qui va se développer avec le temps. Et tout ça, ça va favoriser l'augmentation du risque de faire un zona. En plus, on va noter et on va voir qu'il y a des études qui tendent à prouver qu'un épisode de zona, ça peut avoir un impact sur les conditions chroniques sous-jacentes et la gestion de ces conditions, que ce soit le diabète lui-même ou que ce soit les autres pathologies, qu'elles soient rénales ou qu'elles soient cardiovasculaires. Et donc finalement, ça nous amènera à dire qu'on a tout intérêt à protéger les personnes diabétiques contre ce risque qui est le zona. Alors, je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler ce que c'est que le zona. Donc, la varicelle, le virus, il donne la varicelle comme primo-infection. Et puis, on va garder le virus un certain temps. Il va rester sous forme de latence. Et puis, un jour, il peut redonner une éruption qui est le zona. Donc, tout ça, c'est connu. Je passe pour peut-être m'appesantir un peu plus sur l'évolution de la maladie. Quand le zona apparaît, que se passe-t-il? Il y a d'abord une première phase qui est une phase prodromique où les lésions ne sont pas là, mais souvent il y a déjà une douleur souvent importante. Puis apparaissent les premières lésions, donc des vésicules. Ensuite, la phase subaiguë qui va durer pendant quelques mois après cette phase aiguë. Il y aura de la douleur, ça c'est clair. Il y aura peut-être des problèmes cutanés, une surinfection peut-être, etc. Et puis, un certain nombre de personnes vont évoluer vers la névralgie post-zostérienne. Ça, c'est vraiment quelque chose d'embêtant, parce que ça change la qualité de vie de la personne. Donc, elle se sent très mal. Il va falloir une polymédication pour essayer de lutter contre cette douleur. Et vraiment, ce n'est pas évident. Donc, voilà un petit peu ce panorama de cette maladie. Alors, en général, on dit que c'est une maladie bénigne. C'est une maladie qui va toucher le tissu cutané. On a quelques lésions, elles vont guérir, aucun problème, sauf chez le sujet âgé
qui va le plus souvent garder une douleur importante. Eh bien, on oublie qu'il y a des complications. Et ces complications, vous les voyez, il y a déjà la névralgie post-zostérienne, j'en ai déjà parlé. Mais il peut y avoir d'autres atteintes neurologiques. C'est plus rare, bien sûr, mais ça peut exister. Il y aura, et ça, on l'a de temps en temps, le zona ophtalmique. Si l'atteinte touche la zone ophtalmique, le zona ophtalmique, vous savez que ça peut entraîner des séquelles graves fonctionnelles au niveau de l'œil. Atteinte cutanée, bon, là, c'est surtout les surinfections. Mais parfois, c'est laisser une pigmentation qui peut être inesthétique pour la personne. Et vasculaire, là, on connaît moins, mais on va voir qu'il y a quand même des études qui ont montré ces choses-là et qu'il y a un risque de faire des AVC, il y a un surrisque à faire les AVC, de faire des accidents ischémiques transitoires, de faire aussi d'autres maladies cardiovasculaires. Alors, si on veut regarder l'épidémiologie de façon globale pour le zona, comme dans tous les pays, là j'ai les statistiques qui concernent certains pays européens, mais également américains et autres, vous voyez, ce que nous connaissons déjà, c'est que le zona, son incidence augmente avec l'âge. Et donc, plus on avance en âge, et plus on aura de risque d'avoir le zona. Sans vaccination, une personne sur trois va développer un zona au cours de sa vie. Sans parler des récidives, bien sûr, ça aussi c'est toujours possible. Alors, zona et comorbidité. Alors, on sait que diverses comorbidités, et en particulier ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le diabète et l'insuffisance rénale chronique, puisque ça peut toucher les diabétiques, ça peut augmenter le risque de zona. Et là, il y a pas mal d'études qui montrent ça, surtout des méta-analyses. Et vous voyez, par exemple, sur le premier schéma, plutôt le premier tableau, en rouge, vous voyez que le diabète sort comme étant un facteur de risque. Le risque relatif est significatif concernant donc l'apparition d'un zona. Bien sûr, il y a les autres, il y a l'insuffisance rénale chronique, il y a l'asthme, etc. Mais ce qui nous importe le plus, je pense, ici, c'est le diabète et l'insuffisance rénale chronique. Alors, si on descend au tableau qui est juste en dessous, c'est le risque de zona chez les patients atteints de diabète stratifié selon l'âge. Vous voyez que là aussi, de point de vue global, on a un risque relatif qui est positif, significatif, mais quand on va voir en fonction de l'âge, on voit que le sujet de moins de 50 ans également est à risque de faire un zona, alors que normalement, chez quelqu'un qui n'est pas diabétique, on n'a pas ça. On a plutôt les personnes qui sont relativement âgées. Plus de 50 ans, ce n'est pas une surprise, il y a un risque relatif qui est positif. Alors si on voit de l'autre côté, l'autre tableau, vous voyez que c'est le risque qui a été, dispatché selon l'âge. Vous voyez, il y a une chose extraordinaire qui ressort, parce que le diabète ici est l'élément clé, c'est les jeunes. Les jeunes, à partir de 18 ans jusqu'à 49 ans, eh bien, ça se démarque de façon très nette, alors que normalement, cette tranche d'âge ne devrait pas être touchée de façon importante par le zona. Alors allons plus loin avec les comorbidités et essayons de voir maintenant, quand on a des comorbidités multiples, est-ce que le risque va être plus élevé? Regardez la première ligne, donc un diabète, DM, c'est diabète, je ne l'ai pas dit au départ, mais bon, je crois que c'est les initiales au plan anglo-saxon. Donc DM, diabète, avec une atteinte cardiovasculaire, vous voyez que le risque relatif est à 1,16 et il est donc positif. Un diabète avec une atteinte cardiaque, une insuffisance cardiaque, là aussi c'est positif. Diabète plus
une pneumopathie chronique obstructive, excusez-moi pour l'hésitation, c'est 1,2 également, donc vous voyez que c'est positif là aussi. Et au niveau de la courbe, les courbes que vous voyez, c'est les tranches d'âge, et on a essayé de décomposer en fonction de il y a que le diabète ou bien il y a plusieurs atteintes en même temps. Et vous voyez que plus il y a de comorbidité et plus le risque augmente de faire un zona, quelle que soit la tranche d'âge. Vous voyez, on retrouve la même évolution concernant les différentes tranches d'âge. Alors, quand nous avons un diabète avec une insuffisance ou avec une insuffisance rénale chronique, on a un risque accru de maladies infectieuses telles que le zona en raison d'une immunité qui est affaiblie. Pourquoi affaiblie? Là, vous voyez, dans le diabète, et ça, je pense que vous le connaissez déjà, il y a un certain nombre de perturbations au niveau du système immunitaire. Elles sont citées ici. Ça concerne les cytokines, ça concerne les cytokines inflammatoires, ça concerne différents éléments qui sont dans le système immunitaire. Et quand il y a une insuffisance rénale chronique, pareil, on a des perturbations qui sont des perturbations humorales ou des perturbations cellulaires. Et quand on a les deux, malheureusement, on risque d'avoir des perturbations beaucoup plus importantes qui favorisent les maladies infectieuses en général, mais qui vont favoriser également, bien sûr, le zona en particulier qui nous intéresse aujourd'hui. Finalement, quand il y a une maladie virale et qu'il y a des conditions particulières, des comorbidités particulières, ces deux entités vont agir l'une sur l'autre. Eh bien, les maladies virales vont se compliquer beaucoup plus facilement à cause du fait qu'il y a déjà un syndrome inflammatoire préexistant. Il y a un risque d'hypercoagulopathie. Il y a un risque de déstabiliser les plaques d'athérome. Et la même chose quand on a une comorbidité chronique, telle que le diabète, telle que le risque cardiovasculaire ou bien l'atteinte rénale, la même chose, ces personnes-là vont être beaucoup plus susceptibles à faire une maladie virale, en particulier le zona, mais on sait aussi que ça peut toucher aussi la grippe, ça peut toucher le Covid-19, etc. Alors, le risque de neuropathie post-zostérienne chez les patients diabétiques qui font un zona, eh bien, on a essayé ici de voir une étude qui a concerné des patients atteints de zona au Royaume-Uni, qui a permis de montrer que ceux qui ont un diabète risquaient d'avoir de façon plus fréquente, disons, le zona. Et donc là, ils ont comparé une population qui a fait le zona avec une population témoin qui n'a pas fait de zona. Et vous voyez que les risques relatifs sont très, très élevés pour le risque de zona et surtout de neuropathie post-zostérienne. Et vous voyez que c'est la même chose que ce soit pour la personne qui a moins de 60 ans ou celle qui a plus de 60 ans. Donc le risque existe. Qu'en est-il maintenant pour le risque de ces neuropathies post-zostériennes selon le type de diabète? Est-ce qu'il y a une différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Apparemment non, puisque le risque relatif est élevé dans les deux situations. L'impact du zona sur la prise en charge du diabète, c'est-à-dire en termes d'hospitalisation, en termes de longueur, de durée d'hospitalisation, en termes de médication, etc., on voit effectivement que le fait qu'une personne fasse un zona, il y aura un risque d'hospitalisation qui est plus élevé que chez quelqu'un qui est diabétique tout simplement, sans zona. Et la durée d'hospitalisation aussi peut être plus longue et l'utilisation de médication également
peut-être un peu plus importante, mais ce n'est pas très net sur ce plan-là. Alors, quel est l'impact plutôt du zona sur les maladies rénales? Je vous rappelle donc que le diabétique, il a aussi ce problème de maladie rénale. Donc, si un diabétique a une maladie rénale, ou bien s'il y a un patient qui a qu'une maladie rénale, que peut-il se passer s'il fait un zona? Est-ce que ça va aggraver la maladie rénale? Les études ont donné une réponse qui est nette pour ces choses-là. Regardez une étude réalisée à Taïwan qui est revenue sur les registres d'assurance maladie et qui ont permis de montrer que s'il n'y a pas de diabète, s'il n'y a pas d'hypertension artérielle, on prend ça comme référence et on voit que si on a une personne qui fait le zona et qui a un diabète, le risque est élevé, d'accord ? Mais il n'est pas significatif. Par contre, il devient très significatif s'il y a un zona chez quelqu'un qui a une hypertension artérielle ou bien un zona diabète plus hypertension artérielle. Le risque devient encore plus significatif. On est autour de 8,7 pour le risque relatif. Et le schéma qu'on a à côté, on a essayé de comparer combien de personnes qui ont une atteinte rénale chronique vont évoluer vers un stade terminal et en comparant ceux qui vont faire un zona et ceux qui ne vont pas faire de zona. Et bien là, on voit très nettement que ceux qui ont fait un zona, donc ça va apparaître beaucoup plus rapidement, ils vont aggraver leur fonction rénale et arriver au stade terminal beaucoup plus rapidement par rapport à ceux qui n'ont pas fait de zona. Donc il y a bel et bien un impact du zona sur l'évolution de la fonction rénale. Les risques maintenant d'événements cardiovasculaires chez les patients atteints de zona. Est-ce que le zona retentit sur la maladie cardiovasculaire? Là aussi, on va voir des méta-analyses, plusieurs méta-analyses qui ont permis également de montrer que des patients qui, par la suite d'un zona, on a essayé de voir qui va faire un accident cardiovasculaire. Eh bien, vous voyez que le risque existe. Ce risque est d'autant plus élevé qu'on est proche du moment où a lieu le zona. Donc, vous voyez, moins de 14 jours, le risque relatif est élevé. Et puis, moins de 30 jours, c'est un peu moins, etc. Et ça va en diminuant. Donc, finalement, le risque de faire un accident vasculaire cérébral, par exemple, ou plutôt un accident cardiovasculaire, est beaucoup plus élevé quand on est proche du moment où la personne a fait le zona. Plus on s'éloigne de l'épisode, et moins il y a de risques. Pour l'étude suivante, c'est également une méta-analyse qui ici va s'intéresser à l'apparition d'infarctus du myocarde ou de syndrome coronarien aigu en fonction du temps écoulé depuis le zona. Et vous voyez ici, plus de 3 mois, plus d'1 an, jusqu'à 1 an, puis plus de 1 an. Et vous voyez que le risque, là aussi, il est beaucoup plus élevé quand on est proche, donc autour des 3 mois après le zona, que quand on est au-delà d'1 an après le zona. Le risque d'événements cardiovasculaires après un zona chez les patients diabétiques ou ayant une maladie rénale, on peut aussi essayer de voir, comparer ceux qui sont diabétiques et ceux qui ne le sont pas. Et là, vous voyez qu'en bleu, c'est les personnes qui sont diabétiques, en vert, c'est les personnes qui ne sont pas diabétiques. Ils vont faire le zona et on va voir qu'il y a un risque de faire un risque, disons, d'AVC ou un risque d'infarctus du myocarde qui est beaucoup plus élevé parmi les personnes qui sont diabétiques que parmi ceux qui ne sont pas diabétiques. Sur le graphique de droite,
on voit c'est le risque du syndrome coronarien aigu associé au zona et aux comorbidités. Et là, on l'a associé à différentes comorbidités. Le risque est significatif, mais pas très significatif. Par contre, avec le diabète, c'est très significatif. Avec l'atteinte rénale, c'est très significatif également. Donc, manifestement, là aussi, il y a une relation entre le risque cardiovasculaire et le risque et le zona. Alors, j'irai un peu plus vite parce que je vois que le temps défile. Et pour vous dire que lorsqu'il y a un zona, vous voyez qu'il y a certaines perturbations qui peuvent expliquer un certain nombre de choses qui sont constatées. Donc, j'ai déjà parlé de la plaque d'athérome qui peut être, disons, mobilisée. Il y a également le risque également de troubles neurovégétatifs qui peuvent apparaître à ce niveau-là. Et il y a des atteintes vasculaires, donc des vasculopathies qui peuvent également être observées. On ajoute à cela ce qu'on a vu tout à l'heure déjà, c'est toutes les perturbations du système immunitaire que l'on observe dans les situations disons, de diabète ou de diabète avec insuffisance rénale. Alors, est-ce que les récidives chez les personnes qui ont des comorbidités sont plus fréquentes? Bon, là, c'est clairement montré par la courbe que vous avez à gauche. Et vous voyez que dans la courbe de gauche, dans les courbes de gauche, on a essayé de montrer ça stratifié par l'âge. Et on voit que, paradoxalement, par rapport à la population générale, ben ici, c'est les personnes qui sont relativement jeunes, de 18 à 49, qui vont avoir le plus de récidives, par opposition aux personnes plus âgées. Et on peut aussi voir les facteurs de risque de récidive du zona dans une étude de cohorte qui a été réalisée en Corée du Sud. Et là, on a essayé d'étudier donc l'atteinte rénale quand il y a une dyslipidémie, quand il y a le diabète. Et vous voyez dans ces différentes situations le risque de faire une récidive est relativement important. Alors, les hospitalisations, est-ce que ça va augmenter l'hospitalisation des patients? Vous voyez tout de suite, là je vais très vite pour vous montrer que quand on n'est pas diabétique, ben, on va être hospitalisé moins que si on est diabétique. Et l'utilisation des ressources de santé, de soins de santé, les hospitalisations, les médicaments, etc., ben, effectivement, il va y avoir utilisation de ces éléments-là de façon plus importante quand il y a un zona qui apparaît chez une personne qui est diabétique. Vous voyez que quand c'est un zona, bon, les médications sont déjà avec un risque relatif élevé. L'hospitalisation, c'est clair qu'elle va être augmentée. Et puis, l'absentéisme dû à des maladies, des arrêts maladie également va augmenter. Et puis, le graphique de droite, c'est tout simplement les coûts. Quand il y a un zona seul, quand il y a le diabète de type 2 en particulier seul, et quand il y a les deux, vous voyez qu'il y a une augmentation nette des coûts de prise en charge. Alors, quelles sont les options de traitement que nous avons? Traiter le zona au stade aigu. Bon, ça se fait, nous avons des antiviraux, mais les antiviraux donnent les meilleurs résultats quand ils sont démarrés très tôt. Dès qu'on arrive un peu tardivement, ben ça ne donnera pas beaucoup d'efficacité, surtout au plan de douleur, parce que c'est ça qui va être le plus gênant. La prise en charge de la douleur liée au zona. Ben, on a les antalgiques, d'accord. On a des médicaments contre la douleur neuropathique, d'accord. Mais vous savez que ces médicaments-là n'agissent pas très vite.
la personne va souffrir longtemps avant d'être couverte par ces médicaments. Il y a les thérapies combinées. Il y a différents moyens de la médecine physique, etc., qui permettent peut-être de réduire la douleur. Et puis, il y a des options thérapeutiques pour la neuropathie post-zostérienne, mais malheureusement, là, on est confronté à des difficultés thérapeutiques certaines. Alors, ce serait bien peut-être de penser à la prévention, d'autant plus que le vaccin qui existait auparavant, depuis 2006, c'était un vaccin qui est vivant, donc un vaccin atténué, qui permettait de réduire le risque de zona. Et bien sûr, vous savez que chez les immunodéprimés, il va être contre-indiqué. Et depuis 2017, un autre vaccin est arrivé sur le marché. Et celui-là, c'est un vaccin qui est recombinant, qui va nous permettre de... il n'y a pas de risque de développement d'une maladie suite à son injection, donc il peut être utilisé chez les personnes qui sont immunodéprimées également et qui ont une réduction disons, au plan infectieux. Et je terminerai par ça, je crois que je suis dans les temps, c'est bon. Juste pour vous montrer quels sont les pays qui utilisent actuellement ce vaccin, le vaccin qui peut être utilisé chez l'immunodéprimé. Vous voyez qu'il y a une quinzaine de pays qui l'ont rentré dans leurs recommandations pour les diabétiques et ça permettra de réduire ces risques que nous avons vus maintenant ensemble. Donc je rappelle, nous avons vu qu'il y a le risque plus important de NPZ, donc de neuropathie post-zostérienne chez le diabétique, et il y a le risque d'aggraver la fonction rénale et il y a le risque de voir apparaître des accidents cardiovasculaires de façon plus importante. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher professeur, pour cette excellente présentation. Vous avez très bien expliqué le fardeau lourd des zoonants, avec l'augmentation de risque de progression de la maladie rénale chronique, augmentation des risques des événements cardiovasculaires, sans oublier bien sûr l'impact négatif sur la qualité de vie avec les névralgies post-zostériennes. Et donc c'est un rappel pour l'assistance pour mettre à jour le calendrier vaccinal de nos patients diabétiques en incluant la vaccination contre le zona et également les autres vaccinations, notamment celle de la grippe, puisqu'on est dans l'approche de l'épidémie grippale. Et je donne la parole à ma très chère amie, professeure Toulali, qui va modérer les questions. Merci. Donc, sans trop tarder, on passe la parole à l'audience. Oui, professeur Shraibi. Merci, cher ami Simahoum, et bienvenue. Merci. À Asmédiane. Alors, justement, hier, on était en passage avec monsieur le président de l'Asmédiane dans les stands, et on a vu justement le stand GSK et on nous a présenté le vaccin. Alors, le prix, il serait de 1500 dirhams, 150 €. Alors, est-ce qu'il y a un lobbying académique pour qu'il soit remboursé? Écoutez, c'est une question pour laquelle il m'est difficile de répondre, mais bon, je vais vous dire un petit peu comment on peut imaginer les choses. Un prix ne peut être négocié à la baisse que s'il y a prescription, s'il y a un besoin. Donc il faut déjà qu'on soit, nous, médecins, convaincus du besoin pour, à ce moment-là, peut-être commencer à prescrire pour les personnes qui en ont besoin. Et grâce à ça, on va pouvoir peut-être aller plus loin et obtenir une réduction. Voilà. Mais je pense que venir d'emblée et demander, je ne connais pas les prix à l'étranger, mais je suppose que le prix qu'on aura ici au Maroc est peut-être déjà un prix qui est réduit par rapport à ce qui existe à l'étranger. Voilà. Mais je ne peux pas aller plus loin dans les... Oui, docteur Al-Hassani. Je vais me permettre de la discussion qu'on a eue avec monsieur le doyen en off, en demandant le prix. On nous a dit que le prix sera de l'ordre de 1500 dirhams. Et la couverture est de 10 ans. Divisons 1500 par 10, nous sommes à 150 dirhams par an. Je pense que c'est pas cher. On a une bonne couverture. Merci. Si on compare la
bénéfice avec le prix, ça va réduire les complications. Personnellement, je pense qu'il faut essayer d'être convaincant parce qu'il faut montrer, disons, tous les avantages à se faire vacciner. Et je pense qu'il y a des personnes qui pourront peut-être y aller relativement facilement. Oui, professeur Sabbal, s'il vous plaît. Merci, professeur, pour votre présentation. Ma question est la suivante. Quel est le délai après l'infection à partir duquel on peut proposer la vaccination pour les patients non vaccinés contre le zona? C'est-à-dire il a fait un zona et Oui. puis après, je pense, le vacciner. Dans quel délai on peut proposer le vaccin? Merci. Bon, il faudrait attendre que les phénomènes inflammatoires régressent. C'est un petit peu une réponse générale pour toute vaccination. Les phénomènes inflammatoires, il faut compter 4 semaines, 1 mois, pour qu'on puisse à ce moment-là dire qu'on peut à ce moment-là peut-être y aller pour une nouvelle vaccination et espérer avoir une réponse correcte. Parce que sinon, le système immunitaire est déjà malmené par la maladie elle-même et donc la réponse peut être un petit peu réduite. Professeur Belkhadir. Merci beaucoup, professeur Marhoum, pour cet exposé extrêmement riche. Alors, moi, je vais parler de moi. Dans ma pratique, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de zones chez les diabétiques. C'est peut-être une simple impression, parce que probablement que les médecins généralistes, les internistes, les dermatologues reçoivent plus. Mais dans ma consultation, la question du zona ne se pose pas. Je voudrais votre avis. Et deuxièmement, est-ce que le zona ophtalmique est plus fréquent chez les diabétiques par rapport aux non-diabétiques? Écoutez, je n'ai pas la réponse pour la dernière question. Parce que est-ce que c'est plus fréquent pour le zona ophtalmique ou pas? Je ne peux pas vous dire de façon certaine. Mais ce qu'il y a pour la fréquence du zona chez le diabétique, je pense que c'est des recrutements qui sont un petit peu biaisés peut-être. Parce que la personne qui fait un zona n'ira pas, disons, pour le diabétologue qu'il reçoit en général, elle ira donc pour voir un dermato. Voilà. Parce que il y a des lésions cutanées. Vous savez que nous, malheureusement chez nous, on ne passe pas par le généraliste d'abord. Cette culture, nous ne l'avons pas encore. J'espère qu'on l'aura un jour, mais ce sera ça la meilleure façon de faire. C'est que le généraliste est là pour un petit peu prendre en charge certaines choses qu'il peut prendre en charge, mais après de débrouiller, d'envoyer, d'orienter vers le spécialiste qui serait le plus utile pour la personne. Bon, là, malheureusement, quand on a mal côté gauche, on va chez le cardiologue. Quand on a des lésions cutanées, on va chez le dermatologue parce que le patient a cette culture de gagner du temps. Or, c'est peut-être pas gagner du temps. Voilà. Mais je pense que, franchement, j'en ai vu pas mal, mais ça reste mon expérience, j'en ai vu pas mal chez les diabétiques. Maintenant, il faudra une étude pour savoir très exactement chez nous ce qu'il en est. Donc, vu la contrainte de temps, on prendra peut-être une ou deux dernières questions. Professeur Abeinou, s'il vous plaît. Merci, professeur Efilali, pour votre conférence. Ma question est par rapport à la sérologie VIH. Est-ce que vous la demandez de façon systématique chez les patients diabétiques et non diabétiques qui ont un zone? La sérologie VIH. Je voulais bien m'assurer que j'avais bien entendu. Mais écoutez, on ne la demande pas systématiquement. La sérologie VIH ne fait pas le diabète ne fait pas partie des pathologies qui sont reliées à l'infection à VIH. D'accord? En termes de fréquence, j'entends. Donc, ce n'est pas demandé. Sauf s'il y a d'autres choses qui nous orientent peut-être vers des pratiques à risque ou bien peut-être des pathologies autres. Bon, d'habitude, je vais donner un petit peu une idée. D'habitude, il y a un élément clé chez nous qui nous oriente, c'est la candidose buccale.
Or, si on se basait sur la candidose buccale, ben, tous les diabétiques devraient faire leur sérologie VIH. Voilà, ça c'est illusoire, il ne faut pas se baser là-dessus. Par contre, s'il y a d'autres symptômes, ou bien surtout quand je sais que mon patient a peut-être des pratiques sexuelles à risque, là oui, je vais le demander. Mais le diabète n'est pas une indication à demander le test. On prend une dernière question de Dr Mamou. Oui, je vous remercie, professeur Marhoum, pour votre présentation. Alors, j'ai deux petites questions d'ordre pratique. Quels sont les effets secondaires à craindre des traitements antiviraux, particulièrement chez les diabétiques? Est-ce qu'il y a des ajustements thérapeutiques spécifiques? Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a des contre-indications pour la vaccination anti-zona? Merci. Bon, en ce qui concerne les antiviraux, quand vous voulez utiliser des antiviraux pour traiter un zona, là, c'est un peu comme chez tout le monde. Sauf que le diabétique peut avoir plus fréquemment une atteinte rénale. Et comme on sait que l'aciclovir, si on parle de l'aciclovir, c'est un produit qu'il va falloir, disons, ajuster à la fonction rénale, il faudra faire attention à ça. Voilà, sans plus. Maintenant, la deuxième partie, c'est concernant la vaccination. Vous m'avez posé la question concernant les contre-indications. Voilà, merci. Alors, pour les contre-indications de la vaccination, là aussi, il n'y a pas de contre-indication particulière. Je parle du deuxième vaccin, celui qui n'est pas atténué, c'est-à-dire celui qui est recombinant. Alors, celui-là, il ne pose pas de risque particulier, il n'y a pas de contre-indication particulière, sauf qu'on va rester sur les contre-indications habituelles de la vaccination. Autrement dit, s'il y a une pathologie aiguë qui est en cours, il vaut mieux la laisser passer. Voilà, il faut laisser passer la pathologie aiguë avant de vacciner. Ensuite, il va falloir vérifier que le patient n'ait pas déjà fait des réactions anormales à d'autres vaccins. Et là, peut-être, à la limite, s'il y a eu ce problème, soit vous décidez de ne pas lui donner ce vaccin, soit vous le faites en milieu hospitalier sous surveillance. Et là, être prêt à une réaction anormale. Sinon, dans le produit, il n'y a pas de virus vivant, donc là, c'est un élément en moins. Et il y a un adjuvant, mais un adjuvant qui ne pose pas a priori de problème particulier. Voilà. Merci beaucoup, professeur Marhoum Filali, pour votre brillante présentation. Je tiens à remercier également le laboratoire GSK pour leur soutien. Et sans trop tarder,